Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur l'INPL et aujourd'hui petite preview de la 23e journée de Premier League. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'avais envie de discuter des matchs à venir après cette grosse semaine de Champions League. On a 3 rencontres qui m'intéressent, tout simplement Manchester City qui reçoit Wolverhampton, le déplacement de Liverpool à Bournemouth et pour finir Arsenal qui reçoit à l'Emirates Manchester United, le gros choc de ce week-end. Petite intro et on en discute. N'hésite pas à exploser les boutons like, commentaires et abonnement, ça m'aide énormément. Si tu veux soutenir la chaîne et lui permettre d'avoir plus de visibilité, n'hésite pas. Et on va venir en premier sur la première rencontre qui nous intéresse de ce week-end qui aura lieu samedi, la rencontre entre Manchester City et Wolverhampton, donc deuxième du championnat face à la Lanterne Rouge, mais qui ont bizarrement des trajectoires complètement opposées actuellement. On est sur un Manchester City malade sur les dernières rencontres. En championnat, c'est 4 matchs sans victoire, 3 nuls, une défaite la semaine dernière, donc face à Manchester United, dans le derby de Manchester. Et les seules victoires que tu as eues dernièrement, c'est en Cup. Tu as eu en FA Cup, dont j'ai oublié le nom, Excelter ou quelque chose comme ça. Et tu as battu Newcastle sur la phase aller de la EFL Cup. T'as la défaite également cette semaine face à Bodo Glimt en déplacement pour la Champions League. Donc t'es vraiment sur une trajectoire descendante, sachant que juste avant t'étais sur 8 victoires, toutes compétitions confondues, d'affilée. Donc on est vraiment sur, tout se passait bien du côté de Manchester, tout remontait, et d'un coup tu t'effondres un petit peu sur, en l'espace de 3-4 semaines, quelque chose comme ça. Début du Boxing Day, en fait, c'est vraiment le Boxing Day qui t'a plongé. Et du côté de Wolverhampton, c'est totalement l'inverse, t'es complètement malade, tu enchaînes les défaites depuis le début de la saison. Et là, tu es sur 5 matchs sans défaite. T'as fait nul... T'as fait nul face à Newcastle. T'as fait nul face à Manchester United. T'as gagné un match de Cup. T'as fait nul face à Everton. Enfin, t'as fait plutôt un bon enchaînement de matchs où tu ne perds pas. T'as même battu West Ham en championnat, j'avais oublié. Et du coup... t'es un petit peu sur une phase ascendante du côté de Wolverhampton qu'on n'aurait pas espéré quelques semaines en arrière. Et est-ce que Wolverhampton peut créer la surprise face à ce Manchester City malade? On va en discuter ensemble, on va essayer d'étayer un petit peu les propos et les différentes stats qu'on peut exploiter. Déjà, sur les 10 dernières rencontres entre ces deux équipes, c'est 9 victoires pour Manchester City, une seule pour Wolverhampton. Donc, gros momentum à l'avantage de City. En plus, la défaite, je crois, de Manchester City date d'il y a quelques années. Tu as du côté de Wolverhampton quelque chose qui marche bien en ce moment, c'est la défense. Tu as Mosquera, tu as Agbadou, tu as José Sa, qui font plutôt de bonnes performances. Au goal, José Sa, sur les 5 derniers matchs, c'est quasiment lui qui carry l'équipe de Wolverhampton. Donc, ça aide beaucoup. Et du côté de Manchester City... T'as une pénurie offensive ces derniers temps avec un Haaland qui n'a pas marqué, je crois, d'enjeu ouvert depuis 8 matchs. Je crois qu'il a marqué un penalty, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Mais sinon, il n'a pas marqué depuis 8 matchs. Donc ton buteur phare, celui qui a 18 buts ou 20 buts en championnat, ne marque plus. Et du coup, tu sens que derrière, c'est difficile. Doku, ça marque pas non plus. Savigno est blessé. Semenyo est le seul qui a marqué, mais uniquement en Cup. Il a marqué lors de ces 2 matchs rentrés en Cup. Il n'a pas pu jouer en Champions League parce qu'il n'est pas enregistré dans l'effectif de City pour la phase de Ligue. Une pénurie offensive. Foden a du mal. Le seul qui s'en sort vraiment, c'est Cherki. Reinders, c'est un peu difficile. Voilà, donc offensivement, c'est compliqué du côté de Manchester City. Défensivement, c'est encore pire. Défensivement, t'as perdu Dias, t'as perdu Gvardiol jusqu'à la fin de la saison, ou en tout cas jusqu'en mai, je crois. Fin de saison, de toute façon. O'Reilly, il y a eu une grosse rotation avec lui parce que il était un petit peu fatigué ces derniers temps. Nunes également. Tu te retrouves avec un Kusanov, Alain en défenseur central. Donnarumma, heureusement, lui, est toujours là. Et voilà, tu te retrouves avec cette grosse pénurie défensive. Heureusement, tu es allé recruter pendant cet hiver. Tu as recruté Marc Guéhi en défense centrale et Semenyo. Semenyo, il est là clairement pour t'amener des buts, pour amener un ailier buteur, ce qu'il a pour l'instant fait sur les 2 premières rencontres où il a joué. Donc, espérons pour City que ça continue comme ça. Et derrière, tu as Marc Guéhi qui a toujours pas fait la moindre minute avec City, mais que tu vas sûrement être contraint de faire jouer titulaire sur ce match-là. Je vois difficilement Pep faire jouer encore la paire Kusanov-Alain, vu de la prestation d'Alain sur les 2 dernières rencontres, que ce soit face à United ou Bodo Glimt, où il a fait 2 erreurs sur lesquelles les buts sont rentrés. À mon avis, connaissant Pep Guardiola, ça va être retour Watford, ou en tout cas, ça va être sur le banc, ça, il n'y a quasiment pas de doute. La grosse difficulté aussi qu'on a sur les dernières rencontres, c'est l'absence de Cherki. Pep Guardiola a fait beaucoup de choix, notamment mettre Cherki sur le banc, ce qui n'est, à mon avis,
pas une bonne idée, une grossière erreur. Tu privilégies Foden en titulaire alors que les dernières prestations de Foden ne sont pas bonnes. Tu fais jouer Bernardo Silva qui, lui, est toujours bon. Franchement, Bernardo Silva, ces derniers matchs, je le trouve bon. C'est peut-être le joueur qui ressort le plus du côté de City. Mais Cherki avec Rodri et Bernardo Silva, ça n'a pas l'air de marcher. Rodri était très bien rentré face à Chelsea lors de son premier retour, mais depuis c'est plus compliqué. Déjà, il a eu un carton rouge face à Bodø Glimt, mais même ses prestations dernières, il a un peu plus de mal. Tu sens que physiquement, c'est plus compliqué. Mais c'est normal. On parle d'un joueur qui a quasiment pas joué pendant 1 an et demi. Donc, il faut lui laisser du temps, Et avec la blessure de Nico Gonzalez, tu forces Rodri à prendre beaucoup de minutes, quasiment des 90 minutes à chaque match, alors qu'il est de retour de blessure. Ça peut se payer très cher parce que Rodri, il est capable de replonger, il est capable de se reblesser, et ce serait vraiment mauvais pour ton effectif, tant que Gonzalez n'est pas de retour. Donc tu te retrouves un petit peu dans un engrenage négatif. Tu es obligé de faire jouer des joueurs blessés ou de retour de blessure parce que tout simplement ton banc n'est pas là. Tu as beaucoup de blessés du côté de City. Et en plus de ça, tu laisses ton meilleur joueur sur le banc quasiment à toutes les rencontres. En tout cas, tu le fais rentrer à l'heure de jeu, 20 minutes avant la fin. Donc ça, je comprends pas. Donc personnellement, si je suis Pep Guardiola, je vais faire jouer mes meilleurs éléments parce que c'est une rencontre sur laquelle tu dois marquer des points. Tu dois ressortir avec les 3 points. C'est à domicile, c'est face à la lanterne rouge. Tu es dans une dynamique très négative et tu dois forcément retrouver de la confiance pour continuer dans la course au titre, pour continuer dans les phases de Champions League, pour accueillir Newcastle pour le match retour de la EFL Cup. Voilà, tu as beaucoup de compétitions encore à jouer. Tu es sur tous les fronts et tu n'as plus de banc. Donc, tu es obligé de faire rentrer tes bons éléments. À la limite, ce que tu fais, c'est que tu les fais jouer vite, tu essayes de mettre un gros score rapidement, et après tu peux faire tourner ton effectif. Mais pas l'inverse, parce que on voit que ça ne fonctionne pas. Tu essayes de faire reposer tes meilleurs éléments, les O'Reilly, les Cherki, peu importe, même Doku, il a été un peu reposé ces derniers temps, et ça ne fonctionne pas. Donc là, moi, ce qu'il faudrait faire, déjà, Marc Guéhi, il va falloir le mettre titulaire, on va voir comment que ça va se passer, parce que la paire Kuzanov-Guéhi, ils ne se connaissent pas, ils n'ont jamais joué ensemble. Donc ça va sûrement prendre du temps à ce que les deux se comprennent parfaitement. Mais t'as pas le choix parce que Alain n'a pas prouvé. Tu vas devoir remettre O'Reilly sur la gauche, Nunes sur la droite. Là, t'es obligé de mettre tes titulaires. Tu vas devoir mettre Rodri parce que Nico Gonzalez, je crois, n'est toujours pas de retour. Bernardo Silva, Foden, pour moi, ça va sur le banc. Et tu privilégies Cherki. Et sur les ailes, Semenyo, Doku, Haaland en pointe. C'est ce que je ferais si j'étais Pep Guardiola. Je garderais Foden, Reinders sur le banc. Ça me permettrait aussi de faire tourner si jamais le score va dans le bon sens. T'as encore Oscar Bob, même si Oscar Bob, je crois, il est un petit peu sur le départ. En tout cas, il y a des rumeurs, des choses comme ça. Donc voilà, t'as pas beaucoup d'options non plus. Ake, c'est mauvais. Voilà. Et en final, j'ai quasiment cité tout ce que City a actuellement. Sinon, t'as que des jeunes du centre de formation qui viennent un petit peu remplir le banc, mais sinon, t'as quasiment aucune option. Donc c'est assez grave du côté de City. Et comme je disais, avec cette pénurie offensive, en face de ça, t'as une défense du côté de Wolverhampton qui tient bien sur les dernières rencontres, qui prend de la confiance. J'ai vu vraiment un José Sa, j'ai regardé le match face à Newcastle notamment, et même West Ham, j'avais regardé le résumé. Il a vraiment fait de bonnes performances. Donc, faut espérer pour City que il ne soit pas encore sur cette continuité et que Haaland se réveille un petit peu et soit capable de marquer. Parce que offensivement, t'as personne d'autre vraiment sur qui compter. C'est Semenyo à la limite, mais voilà, ta flèche, ta pointe, ça a toujours été Haaland. Et si lui ne performe pas, malheureusement, l'équipe a du mal à engranger du scoring. Et tu perds des points en route. Ce que Arsenal fait aussi. Donc pour l'instant, t'as pas trop un gap énorme qui s'est fait, mais il faudrait pas que ça s'alourdisse, surtout que Arsenal a un gros match ce week-end, donc si tu engendres des points, il y a des possibilités qu'Arsenal en perde et que tu te rapproches. Donc il faut vraiment profiter de cette rencontre face à la lanterne rouge pour engranger le plus de points. Très clairement, ce que je vois sur cette rencontre, c'est une victoire de City parce que ils ont plus le choix. T'es dos au mur actuellement. Si Arsenal gagne et que toi tu perds, la course au titre elle est terminée. Tu passes à 10 points de retard. Le momentum même mental va être très compliqué à retrouver. T'es sur la pente descendante actuellement. Il faut absolument que tu reprennes de la confiance. Donc à City d'engranger des points. Je les vois gagner largement. On est quand même à l'Etihad, on est quand même face à la lanterne rouge, même s'ils ont fait des bons matchs nuls ou des belles victoires dernièrement.
c'est pas une équipe de même milieu de tableau de Première Ligue, c'est clairement la lanterne rouge et c'est mérité. Ils sont derniers, ils vont redescendre cette saison et il y a juste pas d'autre option. Wolverhampton va passer en Championship. Donc à City de se gérer, à eux de marquer des points et bonne chance parce que ça va être compliqué. Je vois un bon score, un 2-0, un 3-0, quelque chose comme ça. Je vois pas City prendre des buts parce que Wang, je sais jamais comment on prononce, dernièrement est un petit peu également en pénurie au niveau but. Donc bon, City ça devrait le faire, j'ai confiance en eux là-dessus. Donc deuxième rencontre qui nous intéresse, Bournemouth qui reçoit Liverpool au Vitality Stadium. Un nouveau Bournemouth, voilà, on va découvrir le Bournemouth sans Semenyo. Semenyo qui est parti donc du côté de Manchester City, donc qui perd son plus gros atout offensif. On est sur une équipe qui marque quand même beaucoup de buts, on est à 35 buts cette saison, donc c'est même plus que Liverpool, mais on est sur la 3e pire défense de Première Ligue, je crois que c'est 44 ou 45 buts encaissés depuis le début du championnat. T'étais un moment 2e du championnat, à peu près la 10e journée, quelque chose comme ça, et là t'as sombré à la 15e place. Liverpool a fait un petit peu la machine arrière, a été un moment 10e, peut-être 12e, et là est remonté à la 4e place. Donc, tu es complètement à nouveau sur des dynamiques opposées. Là, je crois que Liverpool, c'est 13 matchs sans défaite. Ils ont fait 4 matchs nuls en Première Ligue, donc face à Arsenal, face à Leeds, et d'autres rencontres dont j'ai oublié. Mais tu as fait une très très belle victoire cette semaine face à Marseille en Champions League. Victoire, comme je l'ai débriefé, donc due à une énorme efficacité de tes éléments offensifs, une très bonne prestation d'Ekitike, une très bonne prestation de Szoboszlai, ça t'a vraiment, voilà, ça a relancé, mais également ta charnière défensive a repris beaucoup de confiance. Donc, tu es sur un Liverpool qui est quand même sur une très bonne dynamique. Je trouve, parce que 13 matchs sans défaite, après les 9 rencontres, je crois, ou genre les 9 défaites sur 10 rencontres, quelque chose comme ça, mentalement ça fait du bien, t'as un groupe qui commence à tourner de mieux en mieux, alors c'est toujours pas la grande explosion offensive, la grande explosion de jeu cohérent, de transmission rapide, on n'est pas encore là-dessus, il n'y a pas encore pleinement la confiance, mais au fur et à mesure, tu récupères un groupe soudé, qui avait beaucoup douté dernièrement. Et ça fait du bien psychologiquement pour ce club qui tourne bien, voilà, qui est 4e, je crois, de la phase de Ligue de Champions League, qui est 4e de Premier League et au final pas si loin d'un City ou d'un Aston Villa. Je crois qu'ils ont 9 points de retard, quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose qui est encore rattrapable quand on voit la dynamique des autres clubs. Et là, tu as l'occasion encore de marquer de nombreux points parce que Bournemouth est malade. Mais attention, parce que Bournemouth a dernièrement, sur les 10 dernières rencontres, rencontré 4 cadors de Première Ligue, qu'on appellerait 4 membres du Big Six, Chelsea, United et Tottenham. Victoire face à Tottenham. Il y en a eu un autre, je crois, que je dise pas de bêtises. Hop là. Tac, il y a eu Tottenham, Chelsea, United, 2 fois Chelsea, pardon. Ah ouais, t'as eu 2 fois Chelsea, c'est pour ça. T'as rencontré 4 matchs, donc t'as eu 2 matchs nuls face à Chelsea, 1 match nul face à United et une victoire face à Tottenham. Donc jusqu'à maintenant, les clubs du Big Six fonctionnent bien et marchent bien du côté de Bournemouth. Donc attention quand même, ça reste un déplacement dangereux, mais la perte de Semenyo va forcément peser lourd dans la balance du côté de Bournemouth. En plus, ils ont été complètement dilapidés à l'été. T'as Kerkez qui est parti, t'as Hussein qui est parti, maintenant t'as Semenyo qui part. Tu te retrouves avec des Eli Junior Kroupi comme titulaire, qui reste quand même un jeune joueur. Le seul cadre qui reste dans ton équipe et qui marche bien, c'est Senesi. Et même pour lui, sur les dernières rencontres, c'est un petit peu compliqué. Donc, quand même, gros avantage psychologique à Liverpool, qui est sur une meilleure dynamique, qui, sur les 10 dernières rencontres, l'a emporté 9 fois. Je crois que la dernière fois que, si je me rappelle bien, la dernière fois que Bournemouth avait gagné, c'était il y a 2 ans, je crois. Ils avaient gagné, je crois, 1-0, un truc comme ça, c'était vraiment un petit score. Mais donc, c'était la dernière fois vraiment que Bournemouth en est sorti face à Liverpool. Bon, Liverpool a quand même grosse tendance à claquer Bournemouth. Je pense pas qu'on va déroger à la règle. Tu récupères en plus Mo Salah qui revient de la CAN. T'as un Kerkez et un Frimpong qui fonctionnent plutôt bien en ce moment. La blessure de Connor Bradley aurait pu être vraiment négative, parce qu'il était plutôt sur des bonnes performances, mais Frimpong est revenu en tant que titulaire et franchement fait de très bonnes prestations. Kerkez a fait des très bonnes prestations sur les 2-3 derniers matchs, j'ai trouvé. T'as un Szoboszlai qui nage sur l'eau en ce moment, franchement il est très bon, même un Wirtz qui retrouve un vrai niveau. Les grosses difficultés, ça va être quand même Salah qui a vraiment pas été bon face à Marseille.
Marseille. Gakpo est sur le banc en ce moment, donc même sur l'aile gauche, c'est un peu faible. Voilà, t'as Kerkez, il est quasiment tout seul, et offensivement, Kerkez, c'est toujours assez difficile. Mais t'as un Max Eilitster et un Gravenberch qui a été ultra performant face à Marseille, ils ont loupé quasiment aucune passe. Konaté, non, c'était pas Konaté, c'était Gomez, Van Dijk, parce que Konaté vient de perdre son père d'ailleurs. Toutes mes condoléances pour Konaté et sa famille. Mais voilà, c'est les choses qui arrivent, et donc Konaté, je pense pas qu'il jouera ce week-end. Je pense que le deuil et tout, ça prend forcément du temps. Donc il est possible qu'on retrouve la paire Van Dijk-Gomez, mais qui a très bien fonctionné face à Marseille. T'as Alisson qui reprend un bon rythme depuis sa blessure. Donc tout a l'air de plutôt bien tourner du côté de Liverpool. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. On souhaite que ça continue, parce que ça reste un élément important de ce championnat. Et t'as un Bournemouth qui, oui, ne perd pas de points ces derniers temps face au monde du Big Six, mais qui reste nettement en dessous du Liverpool actuel, parce que je trouve que c'est vraiment un Liverpool qui reprend confiance. On l'a senti, franchement, le match face à Marseille va leur faire beaucoup de bien, parce que t'as pas été flamboyant dans le jeu, mais t'as cadenassé ton adversaire, qui est quand même une bonne équipe, Marseille. Hein. Franchement, c'est une très bonne équipe de Ligue 1. Ils sont 3e, je crois, ou 4e. C'est une équipe qui avait fait des bonnes prestations face au Real Madrid, qui avait fait de bonnes prestations dans la globalité en Champions League, et tu les as littéralement écrasés. Donc mentalement, ça va leur faire du bien. L'enchaînement des matchs aussi, en ce moment, fait du bien à Liverpool. Je pense qu'il est temps de rengranger de la confiance et de faire une très très bonne deuxième partie de saison. Surtout que les matchs importants pour la Champions League arrivent. Tu es plutôt bien placé. Si tu valides ton dernier match de phase de Ligue, tu seras dans le top 8, et du coup, tu éviteras déjà les barrages et les 16e. Donc non, du côté de Liverpool, je vois vraiment beaucoup de positifs. Du côté de Bournemouth, je vois que beaucoup plus d'effondrement, parce que la perte de Semenyo va forcément coûter très cher. Je trouve ça quand même... forcément, c'est 75 millions, c'est une grosse somme, mais c'est quand tu joues les places pour le maintien, parce qu'actuellement, t'es pas si loin. Au niveau du classement, tu es donc 15e, on a dit, et tu es seulement à... Bon, t'es quand même à 10 points des places de relégation. Donc ça va, 10 points, c'est quand même une bonne marge, mais... On ne sait jamais ce qui peut se passer en une saison, en perdant ton meilleur joueur. Voilà, ça peut être quand même assez négatif. On l'espère pas pour Bournemouth, mais voilà. Donc, match à enjeu, plus pour Bournemouth que pour Liverpool, qui, je pense, devrait faire le boulot, même si c'est un déplacement. Je vois clairement comme joueur qui va sortir du lot, Ekitike, qui franchement est impressionnant, qui aurait dû marquer face à Marseille, qui a mis un magnifique poteau, qui a mis un but, mais hors jeu, mais qui se montre toujours aussi efficace. Franchement, l'absence d'Isaac, on la ressent même pas. Tu récupères en plus, tu récupères quand même Salah, donc offensivement c'est intéressant. Et je vois vraiment du positif du côté de Liverpool pour la fin de saison, en tout cas je l'espère. C'est une équipe que j'aime bien. Donc je pense un petit 2-1, un petit 3-1, ça risque quand même d'être un petit match serré, parce que Liverpool a toujours des doutes, a toujours des difficultés, mais je les vois l'emporter, pas forcément difficilement. Je pense qu'ils vont l'emporter sur un score serré, mais je pense pas que dans le jeu, ce sera très serré. Je vois vraiment un 3-1, mais ils se prennent un but un peu contre le cours du jeu, mais ils vont dominer la majorité. En plus, je crois que c'est l'équipe numéro 1 en termes de possession, c'est 61 à peu près % de possession de moyenne sur la saison. C'est une équipe qui a quand même tendance à étouffer un petit peu son adversaire, et qui va sûrement continuer à le faire. Et pour finir, le choc de cette 23e journée, Arsenal qui reçoit les Emirates Manchester United. C'est le match qui m'intéresse évidemment le plus et qui intéressera le plus tout le monde. Ça reste un classique de Première Ligue. Arsenal actuellement premier, Manchester United 5e je crois, juste derrière Liverpool, si je dis pas de bêtises. On va quand même vérifier, mais oui c'est ça, 5e à seulement 1 point de Liverpool. On est quand même sur un classement ultra intéressant, les gros du championnat commencent à revenir. Manchester City est 2e, Liverpool est 4e, United est 5e, Chelsea est 6e. Tottenham est dernier, on s'en fout d'eux. Mais en dehors de ça, t'es quand même sur des membres du Big Six qui reviennent au fur et à mesure, qui commencent à reprendre un petit peu de l'ascendant sur cette seconde partie de saison. Et t'es sur un United qui, avec le départ d'Amorim et la mise en place jusqu'à la fin de la saison de Michael Carrick, reprend des couleurs. Voilà, très belle victoire lors du derby de Manchester, c'était dimanche je crois. Victoire 2-0, t'as dominé l'adversaire. Honnêtement 2-0, Manchester City s'en sort très bien, ils auraient pu prendre un bouillon et s'en prendre 5. Il y a eu 3 buts je crois refusés sur hors-jeu. Enfin bref, t'as vraiment montré que avec les bons joueurs, avec le bon mental, tu pouvais surnager une équipe qui te pose problème depuis de nombreuses années. Je crois que Carrick, jusqu'à présent, a jamais perdu un seul match à la tête de United. Il avait déjà été intendant entre Ten Hag et Amorim, je crois, ou peut-être juste avant. Et il n'avait pas perdu un seul match. Donc,
pour l'instant, ça marche bien. Il a fait revenir Mainu, il a fait remonter Bruno Fernandes, et ça a l'air de bien tourner. Le retour aussi de Lisandro Martinez en défense fait beaucoup de bien à United. Et la charnière Maguire-Lisandro Martinez fonctionne très bien. C'est une charnière d'expérience. On sait les difficultés que Martinez a dans la continuité, à ne pas se blesser, à enchaîner les matchs, mais quand il est là, vraiment, il est d'une importance primordiale. Tu reviens sur un classique 4-2-3-1 avec ta charnière défensive, sur tes ailes, t'as Luke Shaw, t'as Dalot, qui sont quand même plutôt performants. Sur les ailes, en tant qu'ailier, t'as Dorgu qui est incroyable, t'as un Diallo qui est exceptionnel, qui a fait un top match. Les deux ont fait des top matchs face à United. T'as un Mbeumo en pointe qui revient donc de Sakan, qui a l'air d'avoir les crocs. Bruno Fernandes, comme je l'ai dit, replacé un petit peu plus haut. Franchement, on l'a senti tout de suite sa patte. Le mec, il est fait pour jouer en tant que milieu offensif. Voilà, c'est pas un pivot, c'est pas un milieu défensif, c'est vraiment cette pointe du milieu de terrain, celui qui va redistribuer les ballons, et il le fait super bien. Et tu te retrouves enfin le retour de Kobbie Mainoo. Voilà, c'était le laisser pour compte de la part d'Amorim, ce joueur que tous les supporters de United voulaient voir. Et qui manquait clairement, parce que on l'a vu, l'impact qu'il a eu tout de suite dans le match face à City, c'était impressionnant. Il était sur tous les ballons, il en perdait très très peu, voire pas du tout. Et l'intelligence des déplacements de ce gars, c'est vraiment le futur de United. En tout cas, il est présenté comme tel, et je pense que ça l'est. En plus de ça, t'as un Casemiro qui, je l'espère, va reprendre des couleurs sous Carrick, qui avait du mal ces derniers temps, et qui a fait une très très belle performance également. Bon, toute l'équipe dans sa globalité a fait une très belle performance la semaine dernière. Et ils sont du coup sur une bonne dynamique, on peut le dire, parce que United n'a pas gagné face à Arsenal en championnat depuis septembre 2023, donc ça fait plus de 2 ans. Ils avaient fait une super bonne performance lors de la première journée de cette saison, mais avaient malgré tout perdu 1-0. Voilà, c'est la première journée de saison, c'est jamais vraiment très révélateur du reste, ça peut toujours être des surprises, mais tu avais quand même fait une très bonne impression sur cette rencontre-là. Cette fois, tu es en déplacement à l'Emirates, c'est sûr que c'est pas la même chose que d'être à domicile. Old Trafford, ça reste quand même ta maison et ça reste un endroit où forcément tu as ton 12e homme. Mais ouais, honnêtement, United a toutes ses chances. United a montré de belles choses face à City, a pu se reposer en plus cette semaine, parce que United a été éliminé des 2 cups et n'a aucune coupe européenne. Donc au final, il ne leur reste que le championnat et c'est le seul focus qu'ils ont à faire. Donc mine de rien, ça te permet de préserver tes forces pour ces matchs-là. Donc c'est à ton avantage. Du côté d'Arsenal, t'es sur une très bonne dynamique. Déjà, t'as fait un Boxing Day exceptionnel où tu as enchaîné sur les 4 rencontres, 3 victoires, 1 nul, le nul face à Liverpool. Mais t'as enchaîné également un nul face à Nottingham Forest. Mais cette semaine, t'as repris des couleurs en allant, malgré une grosse rotation d'effectifs, du côté de Giuseppe Meazza, et tu l'as remporté 3 face à l'Inter. De la plus belle des manières, honnêtement, tu as dominé cette rencontre, tu as vraiment fait très bonne impression, pourtant tu as mis de la rotation dans ton effectif. Rice n'était pas là, n'était pas titulaire, Gabriel n'était pas titulaire, Odegaard n'était pas titulaire, Guillaume Queiroz n'était pas titulaire. Enfin, voilà, tu as quand même fait beaucoup tourner ton effectif, et pourtant tu as complètement étouffé ton adversaire. Donc, Arsenal a engrangé également de la confiance. T'es sur 2 équipes qui sont plutôt confiantes en ce moment. T'es sur 2 équipes qui ont un très beau développement, qui ont des idées claires. Je pense que franchement, Carrick est venu avec ses idées et qu'elles sont... Je pense que c'est les meilleures. C'est ce que tout le monde voulait du côté d'United depuis un moment. Arsenal fonctionne comme toujours sous Arteta. Donc t'es sur 2 équipes qui vont avoir un style de jeu bien spécifique. On sait que United, c'est une grosse équipe de transition qui aime bien passer par Bruno Fernandes, qui redistribue soit sur les ailes, soit dans la profondeur, et qui sont très dangereux en contre et en transition. Voilà, c'est une équipe très très rapide dans la transmission de balles. Du côté d'Arsenal, on est plus sur de la possession, donc je vois clairement Arsenal dominer la possession, mais on connaît aussi, des fois, l'inefficacité de cette équipe offensivement et la capacité de tourner et de ronronner devant la surface. Alors que United, c'est beaucoup plus tranchant, ce qui fait souvent mal à Arsenal. Donc ça reste quand même une rencontre qui me fait peur. Moi, je suis fan d'Arsenal, donc forcément, c'est pas une rencontre qui m'arrange, surtout quand j'ai vu la performance face à City. Alors face à City, ça m'a fait plaisir. Mais cette semaine, j'aimerais bien que ça se calme. Mais franchement, voilà, on est sur 2 équipes en forme. United a gagné pour la dernière fois, je disais, en 2023 en championnat, mais également en Cup la saison dernière, au tir au but certes, mais c'est eux qui t'avaient éliminé. Donc c'est quand même une équipe qui peut créer la surprise du côté
Du côté de l'Emirates, je le souhaite pas, vraiment pas. Mais voilà, je vois cette équipe en grande forme. Et honnêtement, je pense que le limogeage d'Amorim, et s'ils arrivent à exploiter Carrick et son leadership, parce que c'est quand même un grand de l'histoire de Manchester, ah bah, ça peut que marcher, parce qu'on est quand même sur un effectif XXL, avec beaucoup de grands joueurs, des joueurs avec beaucoup de caractère, et c'est un manager, un meneur d'hommes dont ils avaient besoin, ce que n'était peut-être pas Amorim, et ce que peut être Carrick pour United. Donc moi je leur souhaite vraiment beaucoup de réussite, parce que United c'est une équipe que j'apprécie, que j'aimais moins quand j'étais jeune, mais que j'ai appris à apprécier avec le temps, en fait. Surtout quand ils perdent, quoi, forcément, j'ai même un peu de peine pour eux de temps en temps, mais là j'ai envie qu'ils perdent, là. Là, faut que United se fasse exploser à l'Emirates. Parce qu'on n'a pas le choix, on doit garder nos 7 points d'avance du côté d'Arsenal. On est sur une très bonne dynamique avec la rencontre ce week-end, cette semaine, pardon, face à l'Inter. Si tu remportes ce match-là, honnêtement, tu as toutes les cartes en main pour remporter ce championnat. Si tu perds, sachant que City affronte Wolverhampton et que je les vois clairement gagner, tu réduirais le gap à 4 points. Du coup, si tu perds face à United et que gagne, tu te mettras en difficulté alors qu'il n'y a aucune raison de l'être et que tu surnages sur ce championnat et que par du laxisme, par du manque d'envie des fois, tu perds des points bêtes. Ça ne doit pas être le cas ce week-end. En général, les gros matchs, on n'a pas forcément eu beaucoup de facilité. On a fait nul face à City, une défaite et un nul face à Liverpool, un nul face à Chelsea. Au final, on a perdu face à Aston Villa également. On a gagné face à Manchester United, mais ça n'a pas forcément été évident. Donc ouais, franchement, face au gros club, pour l'instant, Arsenal n'a pas montré le plus beau visage. À nous de changer ça. Parce que pour la deuxième partie de saison, il va falloir écraser tout le monde. Donc beaucoup d'interrogations sur cette rencontre. Elle va être, je pense, hyper explosive. Ça peut vraiment être un match, attention. Ça peut être un match hyper intéressant et ça peut être un match dramatique. Je l'espère pas. Je vois... si je dois être 100% honnête, sorti du clubisme, je vois un match nul. Je vois clairement un match nul parce que t'as Arsenal qui encaisse peu, t'as un United qui va beaucoup tenter et qui n'a rien à perdre, en fait. United est clairement l'équipe des deux qui n'a rien à perdre. Arsenal a beaucoup à perdre sur cette rencontre-là, et du coup, je vois un United beaucoup plus agressif et un Arsenal être beaucoup plus dans la conservation et dans peut-être sécuriser un petit peu, comme ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire beaucoup de transmission vers l'arrière, beaucoup de conservation de balles, mais pas forcément de danger dans la passe vers l'avant, pas forcément cette patte, ce risque pris, et ça, malheureusement, on risque de voir Odegaard titulaire, et Odegaard a cette tendance à ne pas tenter de pas se risquer, et à souvent passer par le côté droit avec Saka, à le laisser un peu se débrouiller en 1 contre 1 ou avec des dédoublements, que ce soit avec Timber ou avec Ben White. Et c'est bien le problème, c'est pour ça que j'aimerais bien voir un Eze titulaire sur cette rencontre, parce que malgré le fait qu'Eze abat moins de travail défensif, je trouve qu'il a plus cette patte et cette envie de toujours se tourner vers l'avant, ce qui manque un petit peu du côté d'Odegaard. Donc, ouais, j'ai peur un peu de ce match-là. Un match nul serait quand même très négatif pour Arsenal. On doit absolument gagner cette rencontre. Je vois pas forcément United gagner à l'Emirates, ça risque d'être compliqué, mais un match nul serait totalement possible, et je vois pas forcément beaucoup de buts, mais un 1-1, voilà. Je pense que c'est hors clubisme, c'est ce que je vois. Maintenant, en tant que fan d'Arsenal, je vois Arsenal gagner 3-0, 5-0 même. En tout cas, je l'espère. Bon, en tout cas, j'espère que cette preview vous aura plu. On débriefera ensemble un maximum de rencontres. J'ai pas parlé du match Crystal Palace, Chelsea, qui m'intéressera également, mais sinon ça aurait fait une vidéo trop longue. Il y avait aussi Aston Villa Newcastle qui va être un super match. Donc il y a quand même beaucoup de matchs très intéressants à regarder ce week-end. Je vais essayer d'en débriefer un maximum. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon week-end de PL en attendant, et salut mes cracks.